Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 2 juillet. On commence par un chapitre politique. Le Rassemblement national, vous le savez, a obtenu des scores conséquents dès le premier tour des élections législatives avec déjà 39 députés élus, soit 33% des voix, 10,6 millions d'électeurs. Quel bilan provisoire dressé de cette situation politique? Christelle Lagier est spécialiste de l'analyse du vote Front National et maîtresse de conférences de sciences politiques à l'Université d'Avignon. On l'écoute au micro de Sandrine Calvérac. Ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement national est en dynamique électorale. Il bénéficie d'un élan qui s'est matérialisé aux européennes et qui s'est confirmé aux législatives. Et c'était assez prévisible en fait, donc il n'y a pas de grande surprise par rapport aux résultats. Là, dans les configurations actuelles, il est souvent en première position avec des avances assez conséquentes, ce qui laisse supposer effectivement qu'il va être en position de remporter un certain nombre de sièges de députés. Et en fait, ce qu'il y a à côté, c'est qu'on a quand même une participation qui a été très forte sur le premier tour et il n'est pas du tout évident qu'elle soit aussi forte au deuxième tour, ni qu'elle soit supérieure. Parce qu'effectivement, on est vraiment dans la fourchette haute de la participation, alors que cela fait une quarantaine d'années maintenant qu'il y a une décroissance continue de la participation. Donc on est déjà très très haut, ça semble pas évident que cela puisse être plus. Et puis ensuite, les consignes qui ont été données sont très floues. Voilà, géométrie variable selon les candidats. Donc voilà, autant d'éléments qui font effectivement que sur un deuxième tour, le RN peut concrétiser, je pense, une majorité absolue. Donc effectivement, on est en campagne électorale, il y a une dynamique, il y a un deuxième tour, rien n'est joué, mais les conditions ne sont pas vraiment réunies pour que cette majorité absolue n'existe pas. Dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, le deuxième tour se prépare. Emmanuel Foucard a déposé sa liste cet après-midi. Le candidat Rassemblement national est arrivé donc en tête au premier tour avec un score de 47,53%. Il assure être galvanisé par ses premiers résultats. Écoutez plutôt. Encore plus d'énergie, je dirais, parce que après ce premier résultat, avec cette avance de 7 points sur le candidat communiste, je suis d'un côté confiant, mais il me faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller chercher les derniers électeurs, ceux qui ne sont pas encore allés voter, convaincre les gens d'aller voter pour le Rassemblement national, pour porter Jordan Bardella à la tête d'un gouvernement. On est à la rencontre des citoyens pour faire évoluer et surtout faire avancer les scores du Rassemblement national. Pour le papier, on a regardé les différentes configurations, ça semble bon, mais moi je suis jamais confiant. Je vais toujours au bout des choses pour réussir. Je ne vais pas me laisser aller sur la dernière semaine. Non, il faut aller et il faut surtout voter. C'est ça le message que je veux faire passer, c'est il faut aller voter. Emmanuel Foucard était au micro de Cassandre Amouroux. Derrière lui, toujours pour la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, Pierre Daréville du Nouveau Front Populaire avec 36,02% des voix. Malgré l'écart, le député de gauche reste combatif. Il prépare sereinement le second tour. On l'écoute au micro de Cyrielle Blasicowski. Nous sommes qualifiés, nous sommes dans la course pour la victoire. Et donc je m'emploie à ce que la victoire soit au bout de cette bataille politique que nous menons depuis maintenant quelques semaines d'arrache-pied. Et donc c'est avec toujours le même espoir que je suis engagé. 2000 votes blancs et nuls. Comment est-ce qu'on va aller chercher ces personnes-là ? Je crois que l'enjeu est très clair pour ce second tour. Et donc il y a véritablement un danger et il y a une nécessité de se mobiliser. Je crois qu'il va apparaître largement, plus largement en tout cas qu'au premier tour, je l'espère. Là, il y a un choix très clair, très binaire à faire en réalité lors de ce deuxième tour. Soit ça va être nous qui portons les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, ou alors ça va être l'extrême droite. Elle n'a pas changé. L'extrême droite, c'est l'extrême droite. Elle porte un projet de société autoritaire, xénophobe, un projet de société nationaliste. Voilà, tout ça, ça nous conduit dans l'abîme, ça nous conduit dans le mur, ça n'a jamais produit que du malheur. Et donc j'invite tous les républicains, tous ceux et celles qui sont attachés à ces valeurs qui nous unissent, qui rassemblent notre peuple, tous ceux qui sont attachés à la dignité humaine, à se rassembler tout simplement pour continuer ici dans notre territoire à porter des valeurs communes et puis à défendre notre territoire et son avenir.
Pierre d'Aréville qui rencontre également les habitants de toutes les communes de la 13e circonscription lors de pique-niques populaires. Au moins 200 désistements pour contrer l'extrême droite, 200 candidats qualifiés pour le second tour, presque tous de gauche ou macronistes, se sont déjà désistés dans la plupart des cas afin d'empêcher une triangulaire et de contrer donc le Rassemblement national. Dans notre département, c'est notamment le cas des députés sortants macronistes, Sabrina Agresti-Roubache, Lionel Royer-Perrault ou encore Claire Pitola à Marseille, et également Alexandre Bédoc à Salon. En revanche, on assistera à une triangulaire à Aix. Il s'agit de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. Anne-Laurence Pétel, Ensemble, arrivée en 3e position derrière le RN en tête et le nouveau Front Populaire, reste candidate. Et c'est officiel depuis 18h. Les candidatures pour le second tour de ces législatives le 7 juillet sont closes. À Marseille, des individus percutés et poignardés dans le 15e arrondissement. Hier soir, peu après 21h, ça s'est passé dans le quartier Saint-Louis. Et ça concerne 3 hommes âgés entre 19 et 30 ans. D'après les marins-pompiers qui sont intervenus sur place, les individus auraient été percutés par une camionnette avant d'être agressés à l'arme blanche. Ils ont été emmenés à l'hôpital. 2 d'entre eux avaient toujours un pronostic vital engagé. On reste dans la cité phocéenne où la lutte contre l'habitat indigne continue. Les faits reprochés concernant de nouveau le Gyptis, une copropriété dégradée du 3e arrondissement située quartier Belle de Mai. Les détails sur l'affaire avec Cassandra Moreau. Ce n'est pas la première fois que l'on évoque la situation au Gyptis. Cette ancienne résidence étudiante considérée par les autorités comme un bidonville vertical a été frappée d'un arrêt d'insalubrité en juillet 2022 avant d'être entièrement évacuée en mars 2023. Entre ces 2 dates, les propriétaires avaient interdiction de percevoir des loyers, mais tout le monde n'a pas respecté la règle. C'est le cas de 2 hommes jugés hier au tribunal correctionnel de Marseille. Le premier a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 € d'amende. Le second à 120 jours amende. Tous les 2 ont également été obligés de rembourser à leurs locataires les loyers indûment perçus et à réparer le préjudice moral. L'arrêté de péril était bel et bien affiché dans les parties communes de l'immeuble, mais les prévenus qui vivent au Maghreb assurent ne pas avoir été informés. Le tribunal a tranché, c'était à eux de garder contact avec le syndic et à gérer leurs biens de manière responsable. Social toujours et les salariés de Carrefour Vitrolles en grève. Une centaine de salariés s'est mobilisée dès 3h du matin sur le parking du magasin en réponse à l'appel de la CGT, la CFDT et l'UNSA. Les salariés s'opposent à la perte de leurs avantages et de leur pouvoir d'achat depuis le passage en location-gérance. Ils réclament une prime de participation et une revalorisation des salaires. Gérard Casparian, délégué UNSA de Carrefour Vitrolles, était sur nos ondes ce matin. On l'écoute au micro de Manuel Danlois. avait démarré le 4 juin une intersyndicale, on refait la même. Les négociations n'ont pas abouti du tout, la direction n'a pas voulu nous recevoir. Donc on redemande exactement la même chose. Des salaires très bas, en 1 400 €, 20 ans d'ancienneté, c'est ce que touchent certains salariés de Carrefour Vitrolles. Tous les salariés sont au SMIC, les nouveaux embauchés. Et les anciens, on s'en rapproche. Toutes les locations-gérances se retrouvent plus ou moins dans les mêmes situations que nous vivons actuellement. C'est le cas de Grand Littoral, c'est le cas des Chirolles, c'est le cas de Bonneveine, c'est le cas du Merlan et Port-de-Bouc aussi, qui sont plus ou moins gérés par le même groupe, il faut le savoir aussi. Vous n'avez plus de directeur aujourd'hui ? Aujourd'hui, notre directeur s'est fait gracieusement remercier. Il nous a laissé un beau bébé derrière, c'est-à-dire 400 palettes de produits qu'on ne connaît pas. C'est des produits qui viennent un peu de partout, d'autres pays. Ils sont invendables dans le magasin. Donc, ils représentent environ entre 800 000 et 1,5 million d'euros. Donc, quand on veut trouver de l'argent pour payer les salariés, on le trouve. Les accès resteront ouverts au niveau de la galerie et du magasin. Légalement, on n'a pas le droit de bloquer le magasin, il faut le savoir aussi.
Cap sur l'aéroport Marseille-Provence. Après l'inauguration la semaine dernière, souvenez-vous du nouveau Terminal 1 flambant neuf, une nouvelle liaison avec l'Asie. La ligne directe Marseille-Shanghai a été inaugurée ce matin. Les premiers visiteurs chinois sont arrivés sur le sol marignanais. Ils ont débarqué à 7h après l'accord de partenariat entre le port de Guangzhou et le grand port maritime de Marseille. Cette ligne est un nouveau rapprochement entre les deux territoires. L'aéroport Marseille-Provence est donc le seul aéroport régional à être relié directement à la Chine. La compagnie aérienne chinoise Shanghai Airlines propose donc depuis aujourd'hui 3 vols directs par semaine pour Shanghai au départ de Marseille. Avis donc aux amateurs à l'approche des vacances. Risque de feux de forêt, les Bouches-du-Rhône toujours en alerte. La préfecture met en garde contre les risques de départ de feu dans les massifs de notre département en raison du fort Mistral. Vent et chaleur, vous le savez, c'est une combinaison à risque dans nos massifs. Le Mistral qui va continuer de souffler avec des rafales à 75 km/h demain. On verra ça en détail après le journal avec les prévisions de Paul Marquis de la météo du 13. En attendant, tous les massifs du département sont placés et restent en vigilance jaune avec ce risque sévère d'incendie. Et dans sa carte météo des forêts, sachez que Météo France place de son côté le département en vigilance orange, c'est-à-dire danger élevé de feu, au moins jusqu'à demain soir. Au chapitre sport, les grandes annonces s'enchaînent au football club de Martigues. Après un nouveau président, un nouvel entraîneur. 2 noms donc à retenir. Pierre Ventier à la présidence, un dirigeant très expérimenté qui a œuvré dans les clubs de Grenoble puis de Valenciennes pendant 5 ans et à Sochaux pendant plus de 8 ans. Et pour coacher les 100 et or, Thierry Loret, présenté officiellement par le club martégal ce matin. Reportage à 4 mains signé Flavio Noriga et Mathis Muru. C'est maintenant officiel, le nouvel entraîneur du FC Martigues se nomme Thierry Loret, sans club depuis son passage au Paris FC lors de la saison 2022-2023. Le technicien âgé de 60 ans a été présenté ce matin lors d'une conférence de presse au siège du club et se dit prêt à relever le défi. On est déjà parvenu avec différents clubs de voir un club qui monte de national et avoir de très bons résultats sur sa première saison en Ligue 2. Et puis inversement, il y en a qui ont du mal à se faire à ce niveau-là et puis qui repartent directement en national. Donc il y a certainement un juste équilibre à trouver de façon à envisager un maintien pour la saison qui s'annonce. Voilà. Vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Strasbourg en 2019, c'est son expérience et sa connaissance du monde professionnel qui ont fait pencher la balance en sa faveur. C'est important pour nous que l'entraîneur ait une expérience suffisante et une autorité suffisante. Et j'insiste sur le mot autorité parce qu'on va avoir des moments difficiles dans une saison de promu, forcément. Et on voulait un entraîneur à qui on puisse confier, évidemment avec le directeur sportif, les pleins pouvoirs sur la gestion de l'équipe professionnelle. Longtemps venu en tant qu'adversaire, il va retrouver le Stade Vélodrome, cette fois en tant que hôte. Une motivation pour ses joueurs, mais pas question d'être perturbé. C'est un beau stade, et puis ça doit motiver tout le monde, c'est surtout ça. Voilà. Trêve de plaisanterie, on ne va pas jouer au Vélodrome pour aller faire des photos, des selfies, ou voilà. Non, on va y aller pour faire des matchs de niveau professionnel et essayer de prendre des points. Voilà. En toute humilité, mais avec beaucoup d'envie et j'espère beaucoup de solidarité. J'espère qu'on sera justement à la hauteur de ce stade. Thierry Loret débutera sur l'aventure martégale ce dimanche avec la reprise des entraînements. Un long mois et demi de préparation pour arriver jusqu'au week-end du 18 août et la réception de Lorient à l'Orange Vélodrome pour la première journée de Ligue 2. La suite de la 63e édition du Mondial, la Marseillaise à pétanque. Hier, c'était l'élimination de l'équipe de Dylan Rocher. La triplette emmenée par Jean-Michel Pucinelli s'est inclinée face à la triplette Molinas. Ce midi, les 16e de finale, c'était donc ce matin au Parc Borelli. Les vainqueurs de la 60e édition en 2021 n'ont donc pas réussi à faire le poids sur ce score final de 13-7. Et puis cet après-midi, la place était donnée aux 8e de finale avec un duel très attendu entre le tenant du titre Bodino avec sa nouvelle équipe et la triplette Lacroix. Tous les résultats à retrouver sur notre site maritima.fr. Une présence exceptionnelle à Martigues en ce début de semaine, celle de
Tony Parker, l'ancienne star mondiale du basket, aujourd'hui président de l'Asvel, était en toute discrétion à Provence Studio, à Martigues, pour tourner une pub qui sera bientôt visible sur les écrans télé. Le studio Next Stage, utilisé aujourd'hui pour cette production avec l'ancien champion NBA, est à la pointe de la technologie, entièrement numérique. On vous le rappelle, ça permet de remplacer le fond vert d'un studio classique pour offrir une solution pour les tournages les plus complexes, avec une surface LED de 400 mètres carrés. Le top, vous l'aurez compris, en la matière. Une surface quasi identique, tiens, cette fois, pour se creuser les méninges et s'amuser en même temps à Fos. Sur 441 mètres carrés, le plus grand escape game de France a repris ses quartiers dans les souterrains du château de Lauture. Je dis a repris, il faut attendre encore quelques heures puisque c'est dès demain et pour tout l'été. Vous pourrez en tout cas vous plonger cette fois dans les couloirs du temps entre époque médiévale et temps moderne. L'occasion de mélanger patrimoine et plaisir. Reportage complet tout de suite. On s'est perdu la semaine dernière dans les couloirs souterrains du château de Lauture. Alors que les animations de l'été arrivent avec le beau temps, cet escape game unique en France est une véritable fierté pour la ville de Fos. De quoi rayonner sur tout le territoire, c'est ce qu'explique Yvan Gabelier, directeur de l'Office de tourisme. L'escape game et la façon dont on l'a mis en place, c'est qu'on souhaitait donner une image de quelque chose d'exceptionnel sur la ville. Voilà, donner la possibilité aux gens et faire venir des gens spécifiquement pour une animation qu'ils n'ont pas l'habitude de pouvoir faire ailleurs. Donc l'idée elle est là, c'est-à-dire que Fos, on est connu pour plein de choses, la ville est connue pour plein de choses, mais là c'est vraiment la spécificité, c'est-à-dire on souhaite et on espère que les gens qui vont avoir connaissance de cette animation vont venir spécifiquement à Fos pour découvrir cet escape game. Parce que s'ils veulent vraiment découvrir un grand escape game, il n'y a qu'à Fos qui vont pouvoir le voir. L'occasion aussi pour les participants de découvrir différemment le patrimoine de la région, et cela tout en s'amusant. C'est ce que confirme Anne-Caroline Walter-Cypréo, adjointe déléguée au tourisme, festivités et animation. L'idée géniale, c'est d'avoir croisé le côté historique et de profiter de notre château et de ces tunnels. Et avec l'effet escape game, on peut le redécouvrir encore autrement, différemment, et bien sûr différemment de ce qui a été fait l'année dernière. Donc ça appelle quand même une curiosité et donc nous, ça nous fait quand même bien plaisir qu'on parle de Fos pour des belles choses comme ça. Ça fait du bien. Et si l'année dernière, il y avait eu 1350 joueurs, cette année, l'escape game devrait accueillir près de 2900 personnes. Sujet signé Sarah Le Guen qui n'a pas manqué de tester cet escape game XXL. Rendez-vous sur maritima.fr pour voir ses prouesses et puis pour vous mettre vous aussi dans l'ambiance. Petit rappel, si les créneaux sont élargis cette année du mercredi au dimanche, les places restent limitées et surtout très demandées. Donc n'hésitez pas à foncer à l'Office de tourisme de Fos. À Martigues, les soirées festives et conviviales font leur retour. Deux dates à retenir. Donc, vous le voyez sur votre écran. Une en juillet, une en août, de 18h à 23h30 sur l'esplanade des Belges à Jonquière. Sardinade, produits de la mer et nombreux stands de restauration sur place. De grandes tablées seront installées tout au long de l'esplanade. Ces soirées sont organisées par les vitrines Martégal. Elles seront accompagnées d'animations musicales. Profitez-en, c'est le début de l'été. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo. Très belle soirée à tous. À demain, même heure, même endroit.